Donc, bonjour tout le monde. Je vais commencer la séance par un petit rappel sur la partie ajustement. Puis je vais faire l'application, la première partie du TP3. Avant de commencer, est-ce que vous avez des questions concernant la partie ajustement? Hmm? Est-ce que vous avez des questions concernant cette première partie, la partie ajustement de la tendance et de la composante saisonnière et comment effectuer le bon choix entre deux modèles? Normalement les matins. Ok. Donc, je vais faire un petit rappel avant de faire l'application. Voilà. Donc, au niveau de ce chapitre, on a étudié l'ajustement d'une série temporelle et plus précisément l'ajustement de la partie déterministe. La partie déterministe qui est formée par la tendance et la composante saisonnière. Donc, le point de départ, je vais commencer par estimer les paramètres de l'équation de la tendance. Donc, je vais supposer que la série temporelle, elle est composée d'une tendance et une composante aléatoire. Notre objectif, c'est de trouver une fonction simple du temps pour la tendance, bien évidemment en effectuant une réduction de la perte de l'information qui figure au niveau de la composante aléatoire. C'est ça l'objectif visé. Donc, le point de départ, je vais considérer que ma série temporelle, elle est expliquée en fonction d'une tendance. Donc, cette tendance, elle dépend du temps. Les paramètres de cette tendance, ils sont inconnus, θ, donc les paramètres de la tendance. Notre objectif, c'est d'estimer ou de donner une estimation pour ces paramètres tels que on va réduire cette composante-là. Donc, notre objectif, c'est la réduction de la perte d'information qui existe au niveau de la partie aléatoire. C'est clair? Donc, notre objectif, c'est d'explorer l'ensemble d'informations qui existe au niveau de la composante aléatoire, je vais l'incorporer au niveau de la modélisation de l'équation de la tendance. C'est ça l'objectif visé. En fait, la composante aléatoire, elle correspond à l'écart entre les réalisations et l'équation de la tendance. Donc, notre objectif, c'est de minimiser l'ensemble des écarts. Donc, je vais vous montrer à travers un schéma comment minimiser l'écart entre les réalisations ou les observations et l'équation de la tendance. Donc voilà, voilà notre modèle. Donc Y, c'est la série temporelle, les réalisations, mais au lieu de la variable X, vous avez le temps, l'évolution de ce processus en fonction du temps. On va supposer que notre tendance, elle est de la forme affine, donc de la forme AT plus B, plus cette composante aléatoire. Donc, notre objectif, c'est de minimiser cette composante. Cette composante, c'est réellement l'écart entre les réalisations, voilà les réalisations, et l'équation de la droite. Donc, voilà les écarts ou la composante aléatoire qu'on désire minimiser. Donc, puisqu'il s'agit d'une distance, cet écart doit être positif. Donc, je vais enlever la différence de différentes réalisations et la tendance qui se lève au carré. Donc, il n'y a pas un seul écart, il y a plusieurs écarts. C'est pour cela que je vais effectuer la somme des écarts. Cette méthode, donc voilà, la somme des écarts au carré.
avec un écart, il correspond à la différence entre les réalisations et l'équation de la tendance. Donc, notre objectif, c'est de minimiser cet écart-là, la somme des écarts. Notre objectif, c'est d'estimer les paramètres de la tendance. Donc, la méthode qui va vous permettre d'effectuer cette opération, c'est la méthode des moindres carrés ordinaires. Donc, je vais me placer dans un premier exemple. Voilà, je vais considérer que l'équation de la tendance, elle est de la forme alpha t plus b. Notre objectif, c'est d'estimer les paramètres alpha et b. Donc, toujours le point de départ, je vais considérer que la série, elle est écrite sous cette forme-là, la tendance plus la composante aléatoire. Donc, il y a une commande R qui va vous permettre d'effectuer cette modélisation, c'est la fonction LM. Donc, au niveau du premier argument, ça concerne les réalisations. Voilà. Je vais prendre un exemple du nombre de passagers américains. Donc, je vais estimer la tendance qui est de cette forme affine. Donc, la fonction R qui va vous permettre d'effectuer cette régression, c'est-à-dire je vais expliquer le nombre de passagers en fonction du temps T. Donc, la commande R, c'est la commande LM. Donc, pour obtenir les différents résultats, bien évidemment, au niveau de cette commande, le premier argument, ça correspond à votre série temporelle qui est de classe TS. Le deuxième argument, c'est le temps. Donc, je vais expliquer le nombre de passagers en fonction du temps T. Bien évidemment, le temps T, c'est un vecteur qui contient les différents indices de temps. Donc, puisqu'il s'agit d'une série mensuelle, donc, le temps allant du janvier 1949, je pense, jusqu'à la dernière réalisation. Donc, pour tirer une conclusion concernant la qualité d'ajustement du modèle et la significativité des paramètres, vous devez exécuter la commande summary. En utilisant cette commande, vous pouvez interpréter la significativité individuelle des coefficients et la significativité globale. Donc, on va faire par la suite une application, la première partie de TP3. Je vais vous expliquer davantage et interpréter davantage la sortie R. Donc, il y a un deuxième cas qui se présente. Supposons que vous voulez estimer, voilà, l'équation de la tendance sous la forme d'un polynôme. Voilà le deuxième cas qui se présente. On va supposer que la tendance, ça correspond à un polynôme de degré D. La question qui se pose, comment vous pouvez estimer les paramètres? Donc, de la même manière, notre objectif, le point de départ, c'est de considérer que votre modèle, votre série temporelle, elle correspond à la somme d'une tendance plus une composante aléatoire. Donc, on va réduire l'écart entre les réalisations et l'équation de la tendance. Donc, ça revient à effectuer la somme des écarts au carré, l'écart entre les réalisations et l'équation de la tendance. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une seule variable explicative, il y a des variables explicatives. Donc, il s'agit d'une régression multiple. Donc, pour effectuer ou pour estimer les paramètres, vous devez transformer votre modèle sous forme matricielle. Donc, vous devez identifier la forme matricielle de votre modèle. Donc, la première étape, c'est d'écrire votre modèle sous une forme matricielle. Mais réellement, vous n'êtes pas besoin d'effectuer cette opération puisqu'il y a une commande R qui va vous permettre d'effectuer l'estimation des différentes paramètres. Donc, soi-disant, on va déterminer manuellement les estimateurs. Donc, la première étape consiste à écrire votre modèle sous forme matricielle. Donc, vous devez identifier le vecteur Y qui contient les différentes réalisations. Il s'agit d'une série temporelle de longueur n. Et la matrice T, c'est la matrice temps. Donc, vous devez faire attention. Le premier vecteur, ça correspond à une constante 1. Bien évidemment, donc ce premier vecteur, il est relatif à alpha 0.
Donc, vous pouvez écrire alpha 0 en fonction du temps. Ça correspond à alpha 0 fois t exposant 0. Donc, t exposant 0, c'est 1. C'est clair, donc vous devez faire attention au niveau de l'identification de la matrice qui contient les différentes variables explicatives. Au niveau de cette matrice, le premier vecteur, ça correspond à une constante 1 afin de tenir compte de cet paramètre alpha 0. Donc maintenant, pour la deuxième variable explicative, c'est le temps t. Donc le deuxième vecteur, il contient le temps t. La troisième variable, t au carré, ainsi de suite. Et θ, c'est le vecteur qui contient les paramètres à estimer. Donc, vous pouvez écrire votre modèle sous cette forme y moins θ fois t. C'est clair? Donc, bien évidemment, notre objectif, c'est de minimiser la perte d'information, minimiser cette somme au carré et déterminer le vecteur des paramètres qui est inconnu. Donc, manuellement, vous pouvez déterminer les paramètres en effectuant ce calcul-là. Donc, transposer de la matrice T fois T. Donc, vous devez calculer l'inverse de ce produit. Donc, T', c'est le transposé, puisque le produit matriciel n'existe si le nombre de colonnes de la première matrice égale nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc, on a utilisé la transposée pour que vous puissiez calculer ce produit matriciel. Donc, vous devez calculer l'inverse de cette matrice fois transposé de T fois le vecteur Y qui contient les différentes réalisations. Il y a une commande R qui va vous permettre d'obtenir l'estimation de ces paramètres-là. C'est la fonction LM. Mais au niveau des arguments de cette fonction, donc vous devez identifier les réalisations. Voilà, je vais prendre un exemple. Je vais considérer que la tendance, elle est de la forme quadratique, un polynôme de degré 2. Donc, voilà la commande R qui va vous permettre d'effectuer l'estimation ou d'obtenir l'estimation de ces paramètres-là. Donc, la fonction LM. Au niveau du premier argument, vous avez les réalisations. Vous devez l'exprimer en fonction du temps t et en fonction de t au carré. C'est clair? Bien évidemment, pour obtenir les différents résultats qui est relatif à cette estimation, vous devez taper la commande summary. Donc, maintenant, la question que se pose, même si on a éliminé la perte d'information, elle persiste encore, puisqu'au niveau de la sortie R, vous obtenez des informations qui correspondent aux résidus. Donc, les résidus, ce sont les écarts qui sont obtenus après l'estimation ou l'ajustement de l'équation de la tendance. Je vais vous expliquer davantage ces différentes parties-là au niveau de l'application. Donc, TP3, voilà. Donc, je vais m'intéresser à la première partie. Donc, soit la série temporelle de volume de production des climatiseurs. On propose d'expliquer l'évolution de la production en fonction du temps. Donc, voilà ma série temporelle YT qui correspond au volume de production des climatiseurs, qui est expliquée en fonction d'une tendance. Elle est de la forme affine, A plus BT, plus la composante aléatoire, epsilon T. Donc, petit a, donner un vecteur temps caractérisant les dates des observations de la série de production des climatiseurs. Bien évidemment, la première étape, vous devez transformer le vecteur qui contient les réalisations en classe TS. Donc, la fonction TS, elle est prédéfinie sous R. Vous pouvez utiliser les fonctions XTS et ZO. Mais avant d'utiliser ces deux fonctions, vous devez télécharger le package XTS. Donc, la première étape, c'est l'importation des données. Donc, voilà la date de la première observation. Ça correspond à janvier 1992. Il s'agit d'une fréquence mensuelle pour cette série temporelle. Donc, la première étape, je vais importer les données en utilisant la fonction read.table. Voilà le volume des ventes de climatiseurs. La première étape à faire,
c'est de transformer les réalisations en classe TS, donc en utilisant la fonction TS. Au niveau du premier argument, ça correspond aux réalisations. Deuxième argument, la date de début, donc elle commence, cette série temporelle janvier 1992 et vous devez indiquer la fréquence. Il s'agit des données mensuelles. Donc voilà. Maintenant, pour identifier les dates et déterminer le vecteur temps. Donc, vous aurez besoin du nombre de réalisations. Donc, la commande R qui va vous permettre d'obtenir le nombre de réalisations, c'est l'inf. Donc, voilà, vous avez 264 observations. Donc, le temps T allant du 1 jusqu'à 1264. Donc, allant du janvier, donc 1, ça correspond au janvier 1992. Voilà. Donc, petit b, déterminer les coefficients A et B en utilisant la fonction LM. Donc, notre objectif, c'est d'estimer, de déterminer une estimation de ces deux coefficients-là qui correspond à l'équation de la tendance. Ça correspond à la partie déterministe qu'on peut l'estimer. Donc, voilà. La fonction R qui va vous permettre d'estimer ces deux coefficients, c'est LM. Donc, le premier argument, c'est la série temporelle qui est de classe TS. Vous voulez exprimer ou expliquer le volume du ventre en fonction du temps T. Voilà, donc pour obtenir un résumé sur les différentes estimations, donc vous tapez la commande Summary. Voilà la sortie R. Donc maintenant, au niveau de cette sortie, la première sortie, ça concerne les résidus. Donc, les résidus, après l'ajustement, bien évidemment, notre objectif, c'est de minimiser la perte d'informations, c'est-à-dire l'écart entre les vraies observations ou les réalisations et la droite estimée. Bien évidemment, en effectuant cette tâche-là, malgré l'utilisation d'une méthode qui est plus ou moins persistante pour minimiser la perte d'information, mais la perte d'information, elle persiste encore. Donc, vous pouvez remarquer ça au niveau de la première sortie R. Donc, les résidus, ce sont les différences entre les observations réelles et l'équation de la tendance qui est ajustée, estimée. Donc, malgré l'utilisation de la méthode des moindres carrés ordinaire pour minimiser la perte d'information, mais la perte d'information, elle persiste encore, bien évidemment, avec une fréquence qui est moins élevée, moins élevée. Donc, la deuxième sortie, c'est les coefficients. Donc, au niveau de la première colonne, vous avez les estimations. Donc, l'intercept, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la valeur de A chapeau. Donc, A chapeau égale 2313. Le deuxième coefficient, c'est le coefficient qui est lié au temps T. Donc, vous avez B chapeau égale 4,44 988. Donc, la première sortie, ça correspond à l'estimation des paramètres. Donc, l'intercept, c'est l'ordonnée à l'origine. T, c'est le coefficient qui est lié au temps T. Donc, la deuxième sortie, standard error, c'est-à-dire l'écart type qui est relatif à chaque estimation. Donc, celui-là, ça correspond à l'écart type du coefficient A et celui-là, ça correspond à l'écart type du coefficient B. Donc, la troisième sortie, T-value, c'est la statistique d'un test de student qui est calculé pour chaque paramètre. Donc, bien évidemment, après l'estimation, vous devez vérifier si les paramètres estimés, ils sont significatifs ou non. Donc, pour répondre à cette question, vous devez effectuer un test d'hypothèse.
Donc, voilà le principe de ce test. Donc, voilà comment identifier la statistique du test. Donc, le alpha i estimé, que ce soit A et B dans cet exemple, moins. Donc, on va construire la statistique du test sous H0. Donc, le alpha i, il correspond à 0. Donc, la statistique du test, ça correspond alpha i chapeau sur sigma de alpha i. Donc, ça correspond à l'estimation du paramètre sur l'écart type. C'est clair, la statistique du test. Donc, notre objectif, c'est de tester chaque coefficient à part. C'est pour cette raison, il s'appelle un test de significativité individuelle. Je vais tester chaque coefficient. Donc, je vais commencer par le premier coefficient qui est l'ordonnée à l'origine, le A. Donc, voilà. Vous avez pour A la statistique du test égale 49,50. Donc, au niveau de H0, je vais supposer que le paramètre A, elle est nul. Donc, vous ne pouvez pas l'intégrer au niveau de l'équation de la tendance. Contre une hypothèse alternative H1, je vais supposer que A est différent de 0. Donc, le paramètre A, il est significatif et par conséquent, vous devez retenir en considération au niveau de la modélisation de la tendance. Donc, pour tirer une conclusion concernant l'hypothèse à accepter et celle à rejeter, il y a deux manières. La première méthode, que ce soit, vous pouvez comparer la statistique du test T par rapport à une valeur critique. Voilà. Donc, il s'agit d'un test bilatéral. Donc, ces deux zones-là, cette zone et celle-là, ça correspond à la zone d'acceptation de H1. C'est-à-dire, vous devez comparer la statistique du test, celle-là, par rapport à la valeur critique, c'est-à-dire la valeur tabulée. Donc, on va travailler sur un intervalle de confiance de 95%. Donc, la valeur tabulée égale 1,96. Donc, pour tirer une conclusion concernant l'hypothèse à accepter et celle à rejeter, vous devez comparer la statistique du test, donc c'est-à-dire cette sortie R, par rapport à 1,96. Donc, je vais effectuer le test de significativité pour le coefficient A. Bien évidemment, vous avez la statistique égale 49,50. Donc, cette statistique, elle est supérieure à 1,96. Donc, vous situez dans la zone d'acceptation de H1. Et par conséquent, A, il est différent de 0. Donc, le paramètre A, il est significativement différent de 0. Donc, vous devez le retenir au niveau de la modélisation de l'équation de la tendance. Maintenant, on va tester la significativité du deuxième paramètre, donc le paramètre B qui est lié au temps T, à la variable explicative T. Donc, pour tirer de la même manière, pour tester la significativité de ce coefficient-là, la première méthode, c'est de comparer la statistique du test qui est égale à 14,71 par rapport à 1,96. Donc, la statistique, elle se situe dans cette partie-là, c'est la zone d'acceptation de H1. Donc, vous pouvez conclure que les deux paramètres, ils sont significativement différents de 0. Donc, vous pouvez les retenir pour la modélisation de l'équation de la tendance. Maintenant, il y a une deuxième méthode pour effectuer ce test-là, le test de significativité individuelle des coefficients, c'est p-value. Donc, vous devez comparer p-value par rapport au risque alpha. Par défaut, le risque alpha, 5%, puisque le niveau de confiance 0,95, donc le risque, il correspond à 5%. Donc, pour tirer une conclusion sur l'hypothèse à accepter et celle à rejeter, vous devez comparer p-value, donc cette sortie R, voilà, par rapport à alpha qui est 5%. Donc, si p-value est supérieur à alpha, on accepte H0 et par conséquent, le paramètre n'est pas significatif. Si
P-value inférieur au risque alpha, qui est 5%, on accepte H1 et par conséquent, le paramètre il est significativement différent de 0 et vous devez le retenir au niveau de la modélisation de l'équation de la tendance. Donc, au niveau de la sortie R, pour les deux coefficients, vous avez une P-value qui est très petite, qui est inférieure à 5% et par conséquent, on va retenir l'hypothèse H1 pour les deux coefficients. Bien évidemment, le test, donc la comparaison de la statistique du test par rapport à la valeur critique et la comparaison de p-value par rapport au risque alpha, ça vous amène à la même conclusion. C'est clair? Donc, à travers une interprétation, vous pouvez conclure que les deux paramètres, ils sont significativement différents de zéro. Maintenant, la question qui se pose, une fois on a testé la significativité individuelle de chaque coefficient, maintenant, est-ce que vous pouvez identifier une relation linéaire entre ces deux coefficients ou non? C'est ça la question que se pose. Donc, en fait, on va tester la significativité globale du modèle. Donc, on veut savoir, est-ce que votre série temporelle, quel est le volume de production, est-ce qu'il est bien expliqué en fonction du temps T ou non? C'est ça la question qui se pose. Donc, pour effectuer ou pour tirer une conclusion sur cette question, donc vous pouvez comparer le R au carré ajusté. Donc, le R au carré ajusté, ça correspond réellement au pourcentage des réalisations qui est expliqué par le temps T. Donc, ça correspond à la somme de carrés expliquée sur somme de carrés totale, c'est-à-dire la partie de la variation de volume de production au niveau de votre exemple qui est expliqué en fonction du temps. C'est un pourcentage, c'est-à-dire le pourcentage que va garantir cette variable explicative T pour bien expliquer le volume des ventes. Tant que ce coefficient, il est proche de 1, donc il s'agit d'un pourcentage, c'est-à-dire proche de 1, c'est-à-dire la variation du volume de production, elle est 100% expliquée par le temps T. C'est-à-dire, il s'agit d'un modèle parfait. Vous obtenez R au carré égale à 1. Donc, le 1, ça correspond à 100% de la variation du volume des ventes ou de volume de production des climatiseurs qui est expliqué par le temps T. C'est clair? Donc, pour tirer une conclusion sur la qualité d'ajustement global du modèle, donc vous devez comparer le R au carré ajusté par rapport à 1. Donc voilà le R au carré ajusté, c'est celui-là. Donc vous avez le R au carré, c'est-à-dire le R au carré qui est calculé, on ne tient pas compte du nombre de paramètres qui est identifié au niveau de votre modèle. Mais ce R au carré ajusté, il tient compte du nombre de paramètres qui est identifié au niveau de votre modèle. Donc, au niveau de votre modèle, vous avez deux paramètres à estimer. Donc, le R au carré ajusté, il va ajuster la qualité d'ajustement en tenant compte de ces deux paramètres. Donc, pour tirer une conclusion sur la qualité d'ajustement global du modèle, ou autrement, est-ce qu'il existe une relation linéaire entre ces deux coefficients qui sont significatifs? Donc, ça revient à comparer le R au carré ajusté par rapport à 1. Donc, voilà le R au carré ajusté. Ça correspond à 0,4503. Donc, il n'est pas proche de 1. Donc, il s'agit d'un mauvais modèle. Bien évidemment, ces deux paramètres, ils sont significatifs, mais vous ne pouvez pas identifier une relation linéaire entre ces deux paramètres, puisque le R au carré ajusté n'est pas proche de 1. C'est clair? Donc maintenant, pour améliorer la qualité d'ajustement du modèle, on va supposer que, voilà, déterminer le coefficient, donner le coefficient de détermination, donc c'est celui-là, et le critère AIC. Donc, on va utiliser par la suite ces deux critères pour effectuer une comparaison entre deux modèles. Donc, pour calculer le critère AIC, la commande R à utiliser, c'est
AIC, donc AIC, entre parenthèses, modèle 1. Voilà, donc vous obtenez cette valeur-là. Donc, vous pouvez utiliser cette valeur pour effectuer la comparaison entre deux modèles. Je vais vous expliquer par la suite comment faire la comparaison en utilisant ce critère-là. Donc, bien évidemment, en effectuant une modélisation de la tendance à travers cette forme affine, la qualité d'ajustement du modèle, elle est mauvaise. Donc, pour améliorer la qualité d'ajustement du modèle, on va supposer maintenant que l'équation de la tendance, elle est de la forme quadratique. Donc, on va ajouter une deuxième variable explicative qui est le temps t au carré. Donc, voilà, votre série temporelle, elle est modélisée en fonction d'une tendance qui est la forme quadratique A plus bt fois ct au carré plus une composante aléatoire. Donc, vous êtes demandé de déterminer les coefficients A, B et C, ainsi que le coefficient de détermination caractérisant le modèle et analyser le résultat. Donc, la commande R qui va vous permettre d'effectuer cette modélisation, c'est la fonction LM. Le premier argument, ça correspond à la série temporelle qui est de classe TS, qui contient les différentes réalisations. Donc, vous désirez expliquer cette série temporelle qui correspond au volume de production des climatiseurs. Vous devez l'exprimer en fonction du temps T et en fonction du temps T au carré. Donc, voilà. Donc, pour obtenir les différents résultats sur ce modèle, vous devez taper la commande summary. Donc, au niveau de la première sortie, ça correspond aux résidus. Donc, les résidus ça correspond à la différence entre les observations, les réalisations et la droite qui est ajustée. Bien évidemment, après l'ajustement, il persiste encore une perte d'information. Cette perte d'information, elle est incorporée au niveau de cette partie-là, les résidus. Donc, la deuxième sortie, c'est les coefficients. Donc, voilà, l'intercept, c'est l'ordonnée à l'origine. Ça correspond à l'estimation de A. T, donc l'estimation du coefficient qui est lié au temps T, c'est le B chapeau. Et T au carré, voilà l'estimation qui est liée au coefficient T au carré, c'est le C. Donc, la deuxième sortie, c'est l'écart type pour chaque estimation. La troisième sortie, c'est la statistique du test de student. Donc, vous pouvez l'utiliser pour tester la significativité individuelle des coefficients. Bien évidemment, vous devez comparer la statistique du test par rapport à la valeur critique. Il y a une deuxième méthode pour vérifier ou pour tester la significativité individuelle du coefficient. Donc, vous devez comparer p-value par rapport au risque alpha. Donc, si p-value est supérieur à alpha, donc vous devez accepter H0, le paramètre n'est pas significatif. Sinon, vous acceptez H1 et le paramètre, il est significatif. C'est clair? Donc, à travers cette sortie, vous pouvez constater que les paramètres, donc les deux premiers paramètres A et B, ils sont significatifs. Par contre, le troisième paramètre, il n'est pas significatif. Donc, si vous comparez la valeur absolue de la statistique du test par rapport à la valeur critique, donc la statistique du test égale 0,650. Donc, vous situez dans cette zone-là. Donc, en utilisant, voilà, donc la valeur critique. Donc, la statistique du test, elle se trouve dans cette zone-là. C'est la zone d'acceptation de H0, c'est-à-dire l'acceptation de H0. Ce paramètre, il n'est pas significatif. Vous pouvez vérifier ça au niveau de la sortie R. Donc, il n'y a pas le code de signification. Tant qu'il y a
ces codes de signification, donc le paramètre, il est significatif. Sinon, vous devez vérifier ça, que ce soit en comparant la statistique du test par rapport à la valeur critique, de même en comparant p-value par rapport au risque alpha 5%, donc p-value, il est supérieur à 5%. Et par conséquent, vous aboutissez à la même conclusion que ce paramètre, il n'est pas significatif. C'est clair? Donc maintenant, pour tester la qualité d'ajustement global du modèle. Donc, vous devez comparer le R au carré ajusté par rapport à 1. Bien évidemment, il y a une légère différence par rapport au premier modèle. Donc, il y a une amélioration, mais quand même, cette amélioration, à nouveau, aboutit pas à améliorer ou à approcher le coefficient de détermination vers 1. C'est clair? Malgré qu'il y a une amélioration de la qualité d'ajustement, bien évidemment, vous obtenez un R au carré au niveau de cette forme quadratique qui est supérieur à celui-là, qui est obtenu au niveau de la forme affine. Donc, il y a une légère amélioration de la qualité d'ajustement du modèle, mais cette qualité d'ajustement du modèle, elle reste, yani, comment dirais-je? Donc, ce coefficient, il reste inférieur, il ne se rapproche pas vers 1. C'est clair? Donc, vous pouvez comparer les deux modèles, que ce soit en comparant le R au carré. Donc, le meilleur modèle, ça correspond à un R au carré ajusté le plus élevé. C'est clair? Donc, il y a deux manières pour effectuer la comparaison de deux modèles. Que ce soit, vous comparez le R au carré ajusté pour les deux modèles. Donc, le meilleur modèle à retenir, c'est celui qui correspond à R au carré la plus élevée. Il y a un deuxième critère que vous pouvez utiliser pour la comparaison de deux modèles, c'est le critère AIC. Donc, le critère AIC, voilà la commande R à utiliser, AIC. Donc, modèle 2, vous obtenez la valeur pour ce critère-là. Voilà. Donc, en utilisant ce critère de comparaison, le meilleur modèle, ça correspond à AIC la moins élevée, c'est-à-dire la plus petite. Le meilleur modèle, ça correspond à AIC la plus petite. Donc, on a calculé AIC au niveau du modèle 1. Ça correspond à 3887,668. Maintenant, le critère AIC pour le modèle 2, ça correspond à 3889,241. Donc, pour effectuer le choix entre ces deux modèles, vous devez retenir celui qui correspond à AIC la moins élevée, c'est-à-dire la plus petite. C'est clair? Hein? Est-ce que c'est clair cette partie-là? Vous pouvez prendre la parole si vous avez des questions, hein? OK. Donc, notre objectif, c'est d'améliorer davantage la qualité d'ajustement du modèle. Voilà, petit 3, vu l'ordre du grandeur du temps quadratique. Donc, on a utilisé la forme affine, la forme quadratique, et vous pouvez conclure que ces deux formes-là ne permettent pas d'améliorer ou d'obtenir un bon modèle. Donc, c'est pour cela, pour améliorer l'exactitude du modèle, on va standardiser les variables explicatives. Les variables explicatives, ça concerne le temps t et t au carré. Donc, la standardisation, ça consiste à retrancher la moyenne et réduire par l'écart type. Donc, maintenant, une troisième opération qu'on va l'effectuer pour améliorer la qualité d'ajustement du modèle. Donc, on va standardiser le temps t. Donc, la question maintenant, réétudier le modèle au niveau de la question 2. Donc,
je vais me concentrer sur cette forme quadratique pour modéliser la tendance, mais en remplaçant cette fois-ci le temps par le temps standardisé. On va savoir est-ce que cette modification, elle va améliorer la qualité d'ajustement du modèle ou non. Donc voilà, je vais standardiser le temps t, donc je vais réduire, donc je vais retrancher la moyenne et je vais réduire par l'écart type. Voilà, donc je vais réestimer une autre fois le modèle qui est de la forme quadratique, mais au lieu du temps t, je vais prendre le temps standardisé. Et on va voir, est-ce que cette modification va améliorer la qualité d'ajustement du modèle ou non. Bien évidemment, donc pour tirer une conclusion, vous devez comparer le R au carré ajusté par rapport au niveau de ce modèle-là, par rapport au R au carré ajusté au niveau de la forme quadratique avec un temps qui n'est pas standardisé. Donc, bien évidemment, la standardisation du temps, comme vous pouvez remarquer, elle n'améliore pas la qualité d'ajustement du modèle. Donc, vous obtenez un R au carré ajusté qui sont égaux pour les deux modèles. Donc, la standardisation n'apporte pas une modification au niveau de la qualité d'ajustement du modèle. Et donc, il reste un mauvais modèle puisque le R au carré, il est éloigné de 1. C'est clair? Donc, maintenant, pour améliorer la qualité d'ajustement du modèle, on va ajouter la composante saisonnière. Donc, pour ajouter la composante saisonnière, il y a deux manières. Donc, au niveau de votre cours, il y a une explication de la modélisation de cette composante saisonnière. Donc, de la même manière, le point de départ, je vais considérer que ma série temporelle, elle est modélisée sous la forme d'une composante saisonnière et une composante aléatoire. Bien évidemment, l'objectif visé, c'est de minimiser la perte d'informations qui figure au niveau de cette partie-là. Donc, vous pouvez utiliser la méthode des moindres carrés ordinaires pour estimer les coefficients là qui sont reliés à la fonction cosinus et sinus, puisque la composante saisonnière, ça correspond à une fluctuation régulière qui se répète de la même manière d'une année à une autre. Bien évidemment, elle est la forme d'un sinusoïde. Donc, vous pouvez la modéliser comme la forme du cosinus, la somme cosinus et sinus. Donc, il y a une commande R qui va vous permettre d'effectuer l'estimation de ces coefficients-là. Celle-là, c'est la première méthode. Il y a une autre méthode qui est identifiée au niveau de votre cours, c'est d'utiliser la variable d'amis saisonnière. Donc, pour modéliser le premier coefficient qui est relatif à la fonction cosinus et sinus, vous devez identifier cette variable d'amis. Donc, puisque l'événement, il se répète de la même manière d'une année à une autre. Donc, je vais considérer le janvier 1999 ou 92 au niveau de cette série. Je vais l'accorder 1. Donc, je vais considérer cette composante-là au niveau du modèle pour le mois de janvier 1992. Donc, pour les autres valeurs, ils prennent des zéros. Donc, pour les autres mois, on a le même comportement, il ne se répète pas. Donc, durant le janvier de l'année suivante, le même phénomène, il se répète. Donc, je vais lui accorder 1. Donc, en fait, la variable d'amis, elle va vous permettre de modéliser la composante saisonnière qui se répète au début de chaque année. Donc, au début de chaque année, je vais accorder 1 pour tenir compte de l'effet de cette composante saisonnière et plus précisément au niveau du mois janvier au niveau de la modélisation de la série temporelle. Maintenant, pour tenir compte de l'effet du mois de février, donc, vous allez accorder à la deuxième observation 1. Pour les autres, ils sont nuls. Le mois suivant, mars, donc je vais accorder à la troisième observation 1. Les autres, ils sont nuls. C'est clair?
Donc, voilà la modélisation, donc le code R pour modéliser la variable d'amis saisonnière. Vous n'êtes pas censé d'apprendre le code R, juste vous devez savoir le principe comment ajuster une composante saisonnière. En fait, il y a deux méthodes, que ce soit on utilise la variable d'amis ou en utilisant la méthode de moindre carré ordinaire. C'est clair? Maintenant, on va voir si l'ajout de cette composante saisonnière, elle va améliorer la qualité d'ajustement du modèle ou non. C'est ça la question que se pose. Donc, toujours, je reste dans la partie déterministe. La partie déterministe, c'est la tendance et la composante saisonnière, c'est-à-dire les parties que je peux l'estimer en se basant sur les réalisations. C'est pour cela, on les appelle les parties déterministes. Maintenant, je vais revenir au niveau de votre TP et on va ajouter une composante saisonnière et on va voir l'effet de cette composante saisonnière sur la qualité d'ajustement du modèle. Bien évidemment, donc je vais identifier une matrice MS pour cos et MC pour sinus. Donc voilà, il s'agit d'une série temporelle donc mensuel. Voilà votre modèle. Donc, pour tirer une conclusion sur la qualité d'ajustement du modèle, vous devez taper la commande summary. Voilà, donc R au carré égale 0,7351. Donc, vous pouvez remarquer l'ajout de la variable saisonnière va améliorer la qualité d'ajustement du modèle. Bien évidemment, avant d'incorporer la composante saisonnière, vous avez un R au carré qui est égal à 0,4491. Donc, l'introduction ou l'ajout de la composante saisonnière au niveau de la partie déterministe de votre série temporelle, elle va améliorer la qualité d'ajustement du modèle et vous pouvez conclure qu'il s'agit d'un bon modèle puisque le coefficient de détermination, il se rapproche de 1. Il est à l'ordre 0,7351. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Maintenant, vous êtes demandé d'analyser les résidus qui est associés au modèle obtenu. Donc, les résidus, la fonction R qui va vous permettre d'obtenir les résidus, c'est réside. Donc, vous tapez le modèle, celui-là. Voilà. Donc, voilà les résidus. Pour effectuer une représentation graphique, vous pouvez utiliser la commande plot. Donc, voilà, plot. Réside. Voilà. Voilà, vous obtenez les résidus. Donc, ces résidus, ça correspond à des informations qui existent au niveau de la composante aléatoire et qui ne sont pas incorporées au niveau de l'équation de la tendance et au niveau de la composante saisonnière. Donc, pour voir si cette partie-là, elle contient des informations perdues ou non, donc vous devez taper vous utilisez la commande ACF pour obtenir le corrélogramme. Voilà. Donc, voilà, au niveau de la composante résiduelle, c'est-à-dire après l'ajustement de la tendance, après l'ajustement de la composante saisonnière, malgré l'utilisation de la méthode des moindres carrés ordinaires pour minimiser la perte d'information, mais cette perte d'information, elle persiste encore. Donc, vous pouvez remarquer ça à travers une analyse simple de ce corrélogramme. Donc, en fait, les pointillés, ça correspond à l'intervalle de confiance. À l'intérieur de cet intervalle, les autocorrélations, ils sont nuls et par conséquent, il n'y a pas perte d'information. Tant que le bâton, il dépasse cet intervalle-là,
Donc, ça correspond, donc vous ne pouvez pas retenir la première valeur, ça correspond à une valeur qui contient 100% de l'information sur la série. Donc, à partir de la deuxième, vous pouvez remarquer qu'il existe une autocorrélation entre les différents résidus. Ça implique qu'il existe une information qui est perdue. Cette information, elle n'est pas modélisée au niveau de la tendance et au niveau de la composante saisonnière. C'est clair? Donc, malgré qu'on a obtenu un bon modèle qui permet de bien ajuster l'équation de la tendance et la composante saisonnière, malgré ça, la perte d'information, elle persiste. Donc, pour visualiser qu'il y a une perte d'information après l'ajustement de la partie déterministe, donc vous pouvez utiliser la commande ACF réside pour obtenir les résidus. C'est clair? Ça correspond à la partie aléatoire qui est obtenue après l'ajustement de la tendance et de la composante saisonnière. Maintenant, au niveau de la dernière partie de ce cours, on va s'intéresser à la modélisation de cette partie résiduelle. Bien évidemment, il y a une perte d'information. Notre objectif, c'est de rendre cette perte d'information nulle, c'est-à-dire notre objectif, c'est d'obtenir vers la fin un bruit blanc. C'est clair? Donc, je vais vous montrer comment la fonction ACF d'un bruit blanc. Donc, l'objectif, c'est d'obtenir un bruit blanc, c'est-à-dire une composante aléatoire qui ne contient pas d'informations. Donc, la commande R, donc ACF, pour obtenir un corrélogramme. Donc, pour obtenir un bruit blanc, R norme, donc un bruit blanc gaussien, je vais choisir ce bruit blanc de taille 100. Donc, je vais vous montrer le bruit blanc, ça correspond, voilà, un bruit blanc. Donc, au niveau du corrélogramme, il n'y a pas une perte d'information. Donc, les différents bâtons, ils se trouvent à l'intérieur de cet intervalle. Donc, cet intervalle de confiance, il est identifié sous le terme de taux corrélation nulle. Donc, il n'y a pas une autocorrélation au sein des résidus. Et par conséquent, il s'agit d'un bruit blanc. Il ne contient pas une perte d'information. Donc, l'objectif visé pour prévoir ou pour avoir une prédiction de votre série temporelle, l'objectif, c'est d'obtenir un terme résiduel qui correspond à un bruit blanc. C'est clair? C'est ça l'objectif visé. C'est clair? Vous pouvez prendre la parole si vous avez une question ou un point qui n'est pas clair. Est-ce que c'est clair? Hein? Oui, madame, c'est clair, oui. Ok, Hazm. شيخ أهلا. جمعة مباركة مدام. علينا وعليك. Ok. باهي. Pour les autres, si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole avant d'avancer à la dernière partie. Donc maintenant, on va s'intéresser à cette partie résiduelle. Notre objectif, c'est de modéliser cette partie résiduelle en utilisant les modèles que je vais l'identifier par la suite. Ce sont les modèles ARMA. Notre objectif, c'est de rendre la partie résiduelle un bruit blanc qui ne contient pas une perte d'information. Donc maintenant, je vais m'intéresser à la partie résiduelle. L'objectif, c'est d'obtenir un bruit blanc. Donc, il y a une notion qui est fondamentale et que vous devez la vérifier avant de modéliser la composante
aléatoire. Donc maintenant, je vais m'intéresser à la composante aléatoire. Mon objectif, c'est de modéliser cette composante aléatoire. Donc, après la modélisation, il y a une notion qui est très fondamentale qui doit être vérifiée. Une fois cette condition, elle est vérifiée, donc vous pouvez modéliser la partie aléatoire ou la partie résiduelle afin d'aboutir à un bruit blanc qui ne contient pas d'informations perdues. Donc, cette notion fondamentale qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la notion de stationnarité. Je vais vous expliquer la notion et comment vérifier la stationnarité d'une série temporelle. Donc, avant de modéliser la composante résiduelle, la première étape, vous devez vérifier la stationnarité. Voilà, je vais commencer par des définitions. Donc, un processus stochastique, donc ça correspond à l'évolution d'une variable aléatoire ou une série temporelle en fonction du temps qui dispose une composante aléatoire ou une partie résiduelle. Donc, je vais prendre un exemple. Xt égale xt moins 1 plus epsilon. Avec epsilon, un bruit blanc IID, c'est-à-dire IID. Les différentes epsilon, ils sont identiquement et indépendamment distribués. Donc, identiquement, ils suivent la même loi, qui est la loi normale centrée réduite. Indépendamment distribués, donc epsilon 1, il est indépendant de epsilon 2, ainsi de suite. Donc, la question que se pose maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une série stationnaire ou non? Donc, pour répondre à cette question, je vais vous expliquer davantage les différentes parties de cet exemple, puis on va utiliser les outils statistiques et graphiques pour analyser la stationnarité de cette série temporelle. Donc, je vais vous donner la définition d'un bruit blanc. Donc, un bruit blanc, on a vu tout à l'heure la fonction, le corrélogramme. Donc, un bruit blanc, il ne contient pas d'informations perdues. Donc, tous les bâtons, ils se trouvent à l'intérieur d'un intervalle qui correspond au terme d'autocorrélation nulle. Donc, un processus, donc un bruit blanc, ça correspond à un processus d'espérance nulle et de variance constante, sigma carré. Covariance égale à 0. La covariance, vous pouvez la distinguer au niveau du corrélogramme. Donc, voilà. Voilà. Donc, je vais refaire autrefois. Donc, la covariance ou l'autocorrélation, ça correspond à la dépendance entre deux réalisations successives. Donc, tant qu'il n'y a pas des bâtons qui dépassent cet intervalle, donc l'autocorrélation, elle est nulle. Et par conséquent, la covariance, elle est nulle. C'est clair? Donc, un bruit blanc, il est de moyenne 0, un bruit blanc gaussien, la moyenne égale à 0 et la variance, elle est constante et ne dépend pas du temps t. Elle n'évolue pas en fonction du temps t, la variance. La covariance, elle est nulle. Donc, vous pouvez détecter ça au niveau du corrélogramme, puisque l'autocorrélation, elle est nulle. Donc, la covariance, elle est nulle. Donc, un bruit blanc est un processus stationnaire, c'est-à-dire un processus stationnaire. Il a cette forme plate. Vous avez une moyenne qui est constante. Elle peut être différente à 0. Hein? Donc, celui-là, c'est un cas particulier. Le bruit blanc est un processus stationnaire avec une moyenne qui est nulle. Mais tant que la moyenne, elle ne dépend pas de temps, elle est constante. Donc, un processus stationnaire, ça correspond à un processus tel que il est caractérisé par une moyenne qui est constante. Donc, il y a une oscillation de part et d'autre de cette moyenne. De même, cette oscillation, elle est constante. Donc, l'oscillation, ça correspond à la variance, l'écart entre les différentes réalisations par rapport à la moyenne. Donc, ça correspond à la variance. Donc, un bruit blanc est un processus stationnaire. Donc, si vous avez cette forme plate,
C'est-à-dire, la moyenne, elle est constante. La variance, elle ne dépend pas du temps. Vous avez les mêmes fluctuations de part et d'autre de la moyenne. Et vous avez au niveau du corrélogramme une autocorrélation qui est nue. Donc, vous pouvez visualiser ça à travers un corrélogramme. Donc, vous pouvez dire que ce processus, il est stationnaire. Donc, il est stable en fonction du temps t. Vous pouvez le modéliser en ne tenant pas compte du temps t. C'est clair, elle n'est pas variable. Donc, un processus stationnaire, il n'est pas variable, il ne dépend pas du temps t. Donc, il y a trois manières pour tester la stationnarité d'un processus. La première, c'est le calcul des indicateurs statistiques. Donc, on va appliquer les méthodes au niveau de cet exemple. Donc, pour tirer une conclusion, si ce processus est stationnaire ou non, c'est-à-dire, est-ce qu'il dépend du temps t ou non? Donc, il y a une première méthode. Vous devez calculer les indicateurs statistiques, donc l'espérance et la variance. Si vous obtenez ces indicateurs statistiques, ne dépend pas du temps t. De même pour la covariance ou la corrélation. Si vous avez des valeurs qui sont constantes, même si au niveau de la moyenne et au niveau de la covariance, des valeurs qui sont différentes de zéro. C'est clair? Si vous obtenez le calcul de ces indicateurs-là, ça vous permettait de fournir des valeurs qui sont des constantes qui ne dépendent pas du temps. Donc, vous pouvez tirer une conclusion que votre processus est stationnaire. C'est clair? La deuxième manière, la deuxième méthode, c'est d'effectuer une interprétation graphique simple. Donc, vous pouvez interpréter le coronogramme, donc la représentation graphique de votre série temporelle. Si vous avez cette allure, donc si vous avez cette forme plate, donc vous pouvez tirer une conclusion que votre processus est stationnaire. De même, vous pouvez interpréter la fonction ACF, le corrélogramme. Si vous obtenez un corrélogramme qui ne contient pas une perte d'information, donc, vous pouvez tirer une conclusion que votre processus est stationnaire. Et la troisième méthode, on va voir par la suite, c'est l'utilisation des tests statistiques. C'est clair? Donc, il y a trois manières pour vérifier si votre processus est stationnaire ou non. Bien évidemment, la vérification de la stationnarité, elle est très importante et elle est fondamentale pour modéliser la composante résiduelle. Donc, avant de passer à la modélisation de la composante résiduelle, vous devez vérifier la stationnarité. C'est clair? Donc, voilà, un processus stationnaire, s'il vérifie ces trois conditions, il a une espérance qui est égale à mu, c'est-à-dire elle est constante, elle ne dépend pas du temps t. Donc, le bruit blanc, c'est un cas particulier. L'espérance et l'autocorrélation, elle est nulle. La variance égale à sigma carré, il ne dépend pas du temps t. De même, la covariance ou la corrélation, elle ne dépend pas du temps t. Donc, un processus stationnaire, s'il vérifie ces trois conditions. De même, vous pouvez interpréter la stationnarité graphiquement en utilisant le coronogramme. Donc, si vous avez un coronogramme tel que la moyenne, elle est constante, donc la série, elle ne présente pas une tendance, c'est ça la moyenne constante. Donc, la série, elle ne présente pas une tendance. Et la variance, elle est constante. Donc, les variations sont les mêmes de part et d'autre de la moyenne. Vous pouvez interpréter graphiquement la stationnarité en se basant sur le corrélogramme. C'est clair? On va prendre par la suite des exemples pour étudier la stationnarité des processus. Avant d'avancer, est-ce que c'est clair cette définition? La définition d'un processus stationnaire et comment vérifier la stationnarité en utilisant le calcul des indicateurs statistiques et l'interprétation graphique. Je vais prendre des exemples pour vous expliquer davantage cette notion.
Voilà. Donc, je vais prendre deux processus. Un processus à tendance déterministe et un processus à tendance stochastique. Donc, à travers l'interprétation graphique, est-ce que ces deux processus sont stationnaires ou non? Hein? Avant de passer au calcul des indicateurs statistiques. Donc, vous pouvez tirer une conclusion sur la stationnarité avec une interprétation simple du coronogramme. Donc, voici le premier coronogramme, ça correspond à un processus à tendance déterministe. Donc, la tendance, vous pouvez la modéliser en utilisant que ce soit une forme affine ou une forme quadratique. Le deuxième processus, ça correspond à un processus à tendance stochastique. Donc, il n'y a pas une forme qui est bien définie pour l'équation de la tendance. D'après vous, à travers une analyse simple de ces deux coronogrammes, est-ce qu'il s'agit des processus stationnaires ou non? Hein? Est-ce qu'il s'agit de processus stationnaires ou non? Vous êtes là? Hmm? Est-ce qu'il s'agit de deux processus stationnaires ou non? يا جماعة نعاود un processus stationnaire il a la forme plate la moyenne elle est constante c'est-à-dire il ne présente pas une tendance la variance elle est constante elle ne dépend pas du temps pour dire un processus stationnaire vous devez obtenir cette forme plate donc vous pouvez comparer cette forme-là par rapport aux autres processus. Donc, au niveau du premier processus, qui est le processus à tendance déterministe, vous pouvez remarquer que la forme n'est pas plate. En fait, donc vous pouvez modéliser la tendance en fonction du temps t. Donc, la tendance, elle dépend du temps t. Donc, tant que la tendance, elle dépend du temps t, donc il ne s'agit pas d'un processus stationnaire. De même, pour le deuxième processus, le processus à tendance stochastique. Donc, vous pouvez voir, il y a des variations qui diffèrent. Donc, au niveau de la première tranche, vous avez des variations minimales. Au niveau de la deuxième tranche, vous avez des variations qui dépendent du temps t. Et par conséquent, ce processus n'est pas stationnaire. Donc, maintenant, pour vérifier davantage ce résultat-là, on va calculer les indicateurs statistiques, l'espérance, la variance et la covariance. Si vous obtenez l'un de ces trois grandeurs statistiques qui dépend du temps, donc vous pouvez tirer une conclusion que ce processus est un processus non stationnaire. C'est clair? Je répète, il faut vérifier la stationnarité pour modéliser, afin de modéliser la composante aléatoire. Bien évidemment, si vous obtenez des processus non stationnaires, vous pouvez les rendre stationnaires en utilisant un outil bien déterminé que je vais vous l'expliquer par la suite. Maintenant, je vais m'intéresser au processus à tendance déterministe. Donc, à travers une interprétation graphique, donc, vous pouvez distinguer qu'il ne s'agit pas d'un processus stationnaire puisqu'il présente une tendance et une tendance à la hausse. En fait, cette tendance, elle dépend du temps t. Tant qu'on évolue en fonction de temps, tant que la tendance, elle change. Donc, voilà la structure générale. Vous avez xt égale alpha plus bêta t plus epsilon. Donc, un processus déterministe, je vais modéliser l'équation de la tendance à travers cette forme affine. Donc, je vais considérer que ma série temporelle, elle est composée par une tendance et une composante
aléatoire. Maintenant, pour vérifier la stationnarité en utilisant les indicateurs statistiques, je vais commencer par le calcul de la moyenne. Donc, l'espérance de xt, ça correspond à l'espérance de alpha plus bêta fois t plus epsilon t. Donc, l'espérance de la somme, ça correspond à la somme des espérances. Donc, vous obtenez espérance alpha plus espérance bêta fois t plus espérance epsilon. Voilà. Donc, l'espérance de la somme, ça correspond à la somme des espérances. Donc, l'espérance d'une constante, c'est la constante. L'espérance de alpha, alpha. L'espérance de bêta fois t, ça correspond à bêta fois t. L'espérance de epsilon, avec epsilon, un bruit blanc, égale à 0. Donc, l'espérance d'un bruit blanc égale à 0. La variance est une constante. C'est clair? Donc, vous obtenez l'espérance de xt, elle dépend du temps t, elle n'est pas une constante. Donc, vous pouvez conclure que ce processus est un processus non stationnaire. C'est clair comment vérifier la stationnarité? Oui, Ferris. Ferris, tu peux prendre la parole. Oui, juste على الريبونس قبيلك قلت لك نو ماهيش ستاسيونير. Ah, ok, ok. Maintenant, pour le deuxième processus, c'est un processus à tendance stochastique. Je vais vous montrer davantage comment interpréter la non-stationnarité. Donc, je vais simuler une série temporelle à tendance déterministe. Donc, je vais prendre le temps allant de 1 à 100. Donc, je vais modéliser ma série temporelle en fonction d'une tendance qui est de la forme affine. Donc, ça correspond à 0,25 fois t plus 0,5 plus epsilon t qui est un bruit blanc. Donc, pour simuler un bruit blanc, vous devez utiliser R nord. Bien évidemment, le bruit blanc, il doit être de même taille que le temps t. Donc, je vais simuler un bruit blanc avec nombre de réalisations égal à 100. Donc maintenant, pour visualiser le coronogramme, donc voilà, à travers une interprétation simple de ce coronogramme, vous pouvez distinguer que la série, elle présente une tendance. Donc, elle n'est pas constante en fonction du temps. Donc, elle n'a pas une forme plate. Donc, vous pouvez tirer une conclusion à travers l'interprétation de ce coronogramme que votre série temporelle n'est pas stationnaire. De même, vous pouvez utiliser le corrélogramme pour tirer une conclusion. Donc, à travers une interprétation simple de ce coronogramme, il y a une décroissance lente. Tant qu'il y a une décroissance lente, c'est-à-dire il y a une tendance au niveau de votre série temporelle. Tant qu'il y a une tendance, le processus n'est pas stationnaire. C'est clair? Donc, si vous avez un corrélogramme, au niveau du corrélogramme, vous avez une décroissance lente. Ça implique que la série temporelle, elle présente une tendance et, bien évidemment, elle dépend du temps t. Et l'espérance, la moyenne de cette série temporelle, elle va dépendre du temps t. C'est clair? Donc, ce processus est non stationnaire. Maintenant, d'après vous, est-ce que le deuxième processus, qui est à tendance stochastique, comment vous pouvez vérifier qu'il s'agit d'un processus non stationnaire? Comment vous pouvez vérifier que le deuxième processus est un processus. Oui.
Comment vous pouvez vérifier que le deuxième processus est un processus non stationnaire? Celui-là, processus à tendance stochastique. D'après vous, comment vous pouvez tirer une conclusion que ce processus est non stationnaire? Ah, hein? Comment vous pouvez vérifier que ce processus est un processus non stationnaire? Et je mets, vous êtes là. Hein? Comment vous pouvez vérifier que ce processus est un processus non stationnaire, celui-là, processus à tendance stochastique? Donc, je vais prendre un exemple. La marche aléatoire est un processus à tendance stochastique. Donc, xt égale xt moins 1 plus epsilon t. Avec epsilon, un bruit blanc. Donc, vous pouvez écrire xt en utilisant un développement par récurrence. Donc, xt moins 1, ça correspond à xt moins 2 plus epsilon t moins 1. Xt moins 3, ça correspond à xt moins 2 plus epsilon t moins 3, ainsi de suite. Donc, en appliquant ce développement par récurrence, vous obtenez xt égale x0 plus la somme des epsilon i qui correspond à des bruits blancs. Donc, maintenant, pour tester si ce processus est un processus stationnaire ou non, donc ça revient à calculer les indicateurs statistiques, la moyenne et la variance. Donc, en calculant la moyenne, l'espérance d'une constante, c'est la constante. L'espérance de xt, c'est x0, c'est x0. Maintenant, l'espérance de la somme des epsilon i qui sont des bruits blancs. Ça correspond à la somme des espérances. Donc, vous avez l'espérance de epsilon 1, epsilon 2, ainsi de suite, puisque les epsilons sont IID, c'est-à-dire identiquement et indépendamment distribués. Donc, ils ont la même moyenne. La moyenne d'un bruit blanc égale à 0. Donc, vous obtenez l'espérance de xt égale à x0. Donc, l'espérance, elle est constante et elle ne dépend pas du temps t. Maintenant, vous devez passer à vérifier le deuxième paramètre. Tant que vous n'avez pas un indicateur qui dépend du temps t, vous pouvez passer au calcul du deuxième paramètre qui est la variance. Mais vous ne pouvez pas tirer une conclusion sur la stationnarité en calculant l'espérance seulement. Donc, vous devez calculer les trois indicateurs. Donc, la condition d'arrêt, c'est d'obtenir un indicateur qui dépend du temps t. Donc, maintenant, on va passer au calcul de la variance. La variance de xt, ça correspond à la variance de x0 plus la somme des variances pour les epsilon i. Donc, la variance d'une constante, elle est nulle, égale à 0. La variance de epsilon i, puisque les epsilon i, ils suivent la même loi et ils sont indépendants. Donc, la variance de epsilon i, ça correspond à sigma carré, la variance d'un bruit blanc. Donc, la somme, ça correspond à t fois sigma carré. Donc, voilà le deuxième indicateur. Il dépend du temps t et par conséquent, votre processus est un processus non stationnaire. Donc, vous pouvez vérifier ça à travers une interprétation graphique. Voilà, j'ai simulé une marche aléatoire. À travers l'interprétation du coronogramme, vous pouvez distinguer que la moyenne, elle n'est pas constante et la variance, elle dépend du temps t.
Donc, vous pouvez tirer la même conclusion avec une interprétation de ce corrélogramme. Donc, il y a une décroissance lente et par conséquent, votre série temporelle, elle dépend du temps t et elle est non stationnaire. C'est clair? Voilà les deux méthodes que vous pouvez utiliser pour vérifier la stationnarité. La première méthode, c'est le calcul des indicateurs statistiques. Tant que vous avez des indicateurs statistiques qui ne dépendent pas du temps t, vous pouvez dire que votre série, elle est stationnaire. Sinon, si vous obtenez un indicateur statistique qui dépend du temps t, votre série, elle n'est pas stationnaire, elle est non stationnaire. Vous pouvez vérifier la stationnarité avec une analyse graphique de corrélogramme ou de coronogramme, la représentation graphique de votre série temporelle. Il y a une troisième méthode, c'est l'utilisation des tests statistiques. Je vais vous montrer par la suite comment tester la stationnarité en utilisant un test statistique. Maintenant, donc pour que vous puissiez modéliser la composante aléatoire, vous devez obtenir un processus qui est stationnaire. Une fois que je vérifie que mon processus il est non stationnaire, donc vous pouvez le rendre stationnaire. Donc, la méthode qui va vous permettre de stationnariser un processus, c'est la différenciation. Donc, on va appliquer des exemples sur des processus qui ne sont pas stationnaires. Donc, je vais vous montrer que la différenciation va vous permettre d'obtenir un processus qui est stationnaire. Donc, je vais prendre l'exemple de la marche aléatoire. Donc prendre l'exemple d'un processus à tendance stochastique. Donc, on a calculé les indicateurs statistiques, on a obtenu la variance qui dépend du temps. Donc, ce processus est non stationnaire. Mon objectif, c'est de rendre ce processus stationnaire. Donc, je vais appliquer la différenciation. La différenciation, ça correspond à retrancher de votre série xt moins 1. Donc, voilà, je vais prendre un exemple. Vous avez un processus à tendance stochastique, xt égale xt moins 1 plus epsilon t avec epsilon t, un bruit blanc qui est stationnaire. Donc, en appliquant la différenciation, on a montré tout à l'heure que ce processus est non stationnaire. Sa variance, elle dépend du temps t. Donc, en appliquant la différenciation, donc je vais retrancher de xt moins 1, de part et d'autre de cette égalité. Donc, vous obtenez xt moins 1, c'est la différenciation de votre série temporelle. Donc, xt moins 1 moins xt moins 1, ça vaut 0, plus epsilon t. Donc, la différenciation va vous permettre d'obtenir epsilon t, qui est un bruit blanc, et par conséquent, il est stationnaire. Donc, la différenciation d'ordre 1 va vous permettre d'obtenir un processus stationnaire. C'est clair? Donc, la stationnarisation du processus est une étape qui est primordiale avant la modélisation. Bien évidemment, je m'intéresse à la composante résiduelle. Notre objectif, c'est de modéliser la composante résiduelle. Donc, avant de modéliser la composante résiduelle, vous devez la rendre stationnaire. C'est clair? Donc, supposons que vous avez effectué la différence d'ordre 1 et vous obtenez encore une série qui est non stationnaire. Donc, vous pouvez effectuer la différence d'ordre 2, d'ordre 3 et ainsi de suite. Donc, vous pouvez effectuer la différenciation un nombre de fois P afin de rendre votre série stationnaire. Donc, voilà le processus à tendance déterministe. On a montré que l'espérance, elle dépend du temps. Donc, il s'agit d'un processus non stationnaire. La question que se pose maintenant, comment vous pouvez stationnariser un processus à tendance déterministe? Donc, pour un processus à tendance stochastique, vous pouvez appliquer la différenciation. Maintenant, pour un processus à tendance stochastique, à tendance déterministe, pardon.
comment vous pouvez le rendre stationnaire? Supposons que vous avez cette forme-là, xt égale alpha plus bêta fois t plus epsilon t. Donc, il s'agit d'un processus à tendance déterministe. La question que se pose maintenant, comment vous pouvez obtenir un processus stationnaire? Donc, comment vous pouvez obtenir un bruit blanc? Donc, l'idée, on a déjà ajusté, il s'agit de l'équation de la tendance, on a déjà ajusté cette tendance en utilisant la méthode des moindres carrés ordinaires, tel que l'objectif visé, c'est de rendre la composante aléatoire un bruit blanc. Donc, pour retrancher cette partie-là qui contient une fonction qui dépend du temps t, qui va vous permettre d'obtenir toujours un processus non stationnaire, vous devez retrancher les alpha et les bêta qui sont estimés en utilisant la méthode de moindre carré ordinaire. En fait, vous devez retrancher de cette série temporelle xt moins alpha chapeau moins bêta chapeau fois t. Et en utilisant cette opération-là, vous pouvez transformer votre série temporelle qui est non stationnaire en un processus stationnaire. C'est clair? Donc, vous devez faire attention pour stationnariser un processus lorsqu'il s'agit d'un processus à tendance stochastique. Donc, vous pouvez appliquer la différenciation. Lorsqu'il s'agit d'un processus à tendance déterministe, donc vous devez retrancher l'estimation de l'équation de la tendance qui est obtenue à travers la méthode de moindre carré ordinaire afin de rendre votre processus stationnaire et qui correspond à epsilon t, un bruit blanc gaussien. C'est clair? Voilà, donc pour stationnariser un processus, par exemple, qui possède une tendance, un processus à tendance déterministe, tel que la tendance, elle est de la forme polynomiale d'ordre K. Donc, pour rendre ce processus stationnaire, vous devez retrancher cette tendance polynomiale, donc en retranchant la tendance qui est estimée en utilisant la méthode de moindre carré ordinaire. Et vers la fin, vous obtenez un bruit blanc qui est stationnaire. C'est clair? Donc, pour stationnariser un processus à tendance déterministe, vous devez retrancher l'estimation qui est obtenue au niveau de la méthode des moindres carrés ordinaires. Si vous avez un processus à tendance stochastique, vous pouvez le rendre stationnaire en utilisant la différenciation. Maintenant, je passe à la troisième méthode pour vérifier la stationnarité. C'est le test de Dekefolo. Donc, je vais supposer que la série temporelle xt égale phi, avec phi, c'est un coefficient, xt moins 1 plus une constante c plus epsilon t, avec epsilon t un bruit blanc gaussien. Donc, voilà, je vais effectuer la différenciation de cette série temporelle puisqu'il s'agit d'un processus à tendance stochastique. Donc, pour le rendre stationnaire, vous devez effectuer une différenciation. Donc, je vais commencer par une différenciation d'ordre 1. Vous obtenez xt moins 1 égale c plus phi moins 1. Voilà, donc, si vous retranchez xt moins 1, vous obtenez phi moins 1, xt moins 1 plus epsilon t. Maintenant, donc on va tester ces deux hypothèses. L'hypothèse H0, si phi moins 1 égale à 0, c'est-à-dire phi moins 1 égale à 0, phi égale à 1. Ça correspond à une marche aléatoire qu'on a montré tout à l'heure, qu'elle est non stationnaire. Donc, si phi moins 1 égale à 0, il s'agit d'une série non stationnaire. Sinon, si elle est inférieure à 0, il s'agit d'une série stationnaire. Donc, le test statistique qui va vous permettre de tirer une conclusion sur l'hypothèse à accepter et celle à rejeter, c'est la fonction ADF, le test Augmented Dekefolo. Donc, pour tirer une conclusion, vous devez comparer p-value au niveau de ce test par rapport à 5%. Par rapport au risque alpha qui est 5%. Donc, si p-value supérieur à 5%, on accepte H0 et par conséquent, la série est non stationnaire.
Sinon, on accepte H1, c'est p-value inférieur à 5%, et votre série, elle est stationnaire. Donc, on va prendre un exemple. Donc, il s'agit d'une série temporelle CO2 qu'on a utilisée au niveau de l'application, au niveau du chapitre 1. Donc, cette série temporelle, elle est non stationnaire puisqu'elle présente une tendance. Donc, l'espérance de cette série temporelle, elle dépend du temps T. Maintenant, pour standardiser cette série, vous pouvez appliquer la différenciation. Voilà, la différenciation, ça vous permettait d'obtenir un processus stationnaire de moyenne constante et de variance qui ne dépend pas du temps T. C'est clair? Donc, vous pouvez procéder à plusieurs différenciations pour standardiser votre série temporelle. Donc, la standardisation d'ordre 1, elle ne permet pas d'obtenir un processus stationnaire tant qu'il y a des fluctuations au niveau de la variance. Donc, en appliquant la différenciation d'ordre 2, voilà, vous obtenez une série qui est stationnaire. Donc, voilà, pour tester la stationnarité, la commande R, donc en utilisant le test augmente Dickey-Fowler, adf.test. Donc, pour tirer une conclusion, si votre série elle est stationnaire ou non, vous pouvez comparer p-value par rapport à alpha, qui est le risque 5%. Donc, p-value inférieur à alpha 5%. Donc, alpha inférieur à 5%. Donc, on va retenir H1 et par conséquent, votre série, elle est stationnaire. Voilà la troisième méthode, comment tester la stationnarité de votre série temporelle. Donc, que ce soit pour tester la stationnarité, que ce soit vous calculez les indicateurs statistiques qui doivent être, ne dépendent pas du temps T, ou interpréter graphiquement le corénogramme et la fonction d'autocorrélation, le corélogramme, où vous pouvez effectuer un test de stationnarité. C'est le test de augmented Dickey-Fowler en comparant p-value par rapport à alpha pour identifier quelle est l'hypothèse à accepter et celle à rejeter. Maintenant, une fois on a stationnarisé notre série temporelle, la question qui se pose maintenant, est-ce que le résultat de cette stationnarisation, ça vous permettait d'obtenir un bruit blanc ou non? Donc, si après la stationnarisation, vous obtenez un bruit blanc, donc il n'y a rien à modéliser pour la composante aléatoire. C'est clair, vous pouvez dire que la série temporelle, elle est modélisée en fonction de sa partie déterministe et ne présente pas une partie résiduelle. Sinon, si cette série qui est standardisée, elle ne ressemble pas à un bruit blanc, c'est-à-dire il y a une partie que vous devez la modéliser au niveau de la partie résiduelle. Donc, la question qui se pose, comment vous pouvez effectuer la comparaison entre la série standardisée et un bruit blanc? Donc, voilà, il y a un test statistique qui va vous permettre d'effectuer cette comparaison. C'est le test de Box-Pierce. Donc, au niveau de ce test, à 0, les différentes coefficients d'autocorrélation, ils sont nuls. Donc, les coefficients d'autocorrélation, ils sont nuls. Donc, ça implique qu'il s'agit d'un bruit blanc. Sinon, au niveau de H1, il y a au moins un coefficient d'autocorrélation qui est différent de 0. Et ça implique qu'il ne s'agit pas d'un bruit blanc. Donc, pour tirer une conclusion, si le processus qui est standardisé, il ressemble à un bruit blanc ou non, vous devez effectuer ce test d'hypothèse. C'est clair? Donc, il y a une commande R qui va vous permettre d'effectuer ce test. Et la comparaison de p-value par rapport au risque alpha à 5%, ça vous permettait de tirer une conclusion si la série standardisée, elle ressemble à un bruit blanc ou non. C'est clair? Donc, on va faire un exemple. Voilà. On a appliqué le test
Box Pierce sur la série CO2 qui est différenciée. Donc, on a standardisé cette série temporelle, puis on va comparer si cette série temporelle, elle ressemble à un bruit blanc ou non. Donc, en effectuant ce test, vous obtenez p-value qui est très inférieur au risque alpha. Donc, on rejette l'hypothèse H0, c'est-à-dire on rejette H0, on accepte H1. Donc, on accepte H1, la série standardisée, elle ne ressemble pas à un bruit blanc. Et par conséquent, il y a une partie qui se trouve au niveau de la composante résiduelle que vous pouvez la modéliser. C'est clair? Au niveau de la suite de ce cours, pour la séance prochaine, une fois que vous avez une série qui ne ressemble pas à un bruit blanc, on va procéder à sa modélisation en utilisant les modèles ARMA, le modèle autorégressif AR, c'est-à-dire autorégressif, et MA, moyenne mobile. Donc, on va modéliser la partie résiduelle en utilisant un modèle ARMA. Mais une fois que vous avez effectué la standardisation, et vous avez comparé votre série temporelle, vous tombez sur une série standardisée qui ressemble à un bruit blanc. C'est-à-dire, il n'y a pas une quantité d'information qui est perdue. Donc, la totalité de l'information, elle est intégrée au niveau de la partie déterministe. C'est clair? C'est clair? مدام Oui. طيب كل سيري ما عندها بروي بلون يعني تولي نون ستاسيونير. كل série عندها c'est-à-dire عندها bruit blanc elle ressemble à un bruit blanc يعني اي elle est stationnaire. اوكي داكور. ايش معناها stationnaire؟ دونك عبارة البارتي ريزيدويل متاعها ما فيهاش حتى perte d'information. دونك شنو تنجم تقول انه cette série temporelle pour prévoir la valeur future, vous devez se baser sur la partie déterministe, la tendance et la composante saisonnière que vous avez ajustée au niveau du chapitre 3. Vous pouvez déterminer la valeur prédite pour votre série temporelle. Sinon, la série standardisée, avec un bruit blanc, mais elle ne ressemble pas à un bruit blanc. Donc, il y a encore une information qui persiste au niveau de la composante aléatoire. Donc, pour effectuer une prédiction de votre série temporelle, vous devez modéliser cette composante aléatoire. C'est clair, Fares? C'est bon, allez, merci. Pour les autres, est-ce que vous avez des questions? Hein? Tout est clair? Donc, je vais prendre un exemple d'application. Donc, la série du nombre de passagers américains. Donc, représenter graphiquement la série. Donc, voilà la représentation graphique à travers une interprétation simple. Cette série temporelle, elle est non stationnaire tant qu'il y a une tendance, une composante saisonnière. Donc, cette série, elle est non stationnaire. Donc, ce processus vous semble-t-il stationnaire? Présente-t-il des tendances et des saisonnalités? Donc, tant que le processus, il présente une tendance et une saisonnalité, donc il est non stationnaire. Maintenant, on va le rendre stationnaire. Appliquer la méthode des différences pour enlever la tendance et la saisonnalité. Donc, voilà. Pour stationnariser cette série temporelle, on va appliquer la différence. Donc, la commande R, c'est diff. Le premier argument, ça correspond à votre série temporelle. Le lag, il s'agit d'une série temporelle mensuelle, donc égale à 12. Donc, de même, vous pouvez l'utiliser pour éliminer la saisonnalité. Et la différence égale à 1 pour éliminer la tendance.
Donc, bien évidemment, au niveau de l'exemple de l'ajustement, au niveau du chapitre 3, donc on a bien montré que la tendance de cette série temporelle, elle est modélisée sous une forme quadratique. Donc, en appliquant la différence d'ordre 1, elle ne va pas vous permettre d'obtenir une série stationnaire. Donc, l'ordre de différenciation, ça correspond au degré de polynôme qui est ajusté pour l'équation de la tendance. Donc, bien évidemment, en effectuant la différence d'ordre 1, comme si j'ai dit que l'équation de la tendance, elle dépend d'une seule variable explicative qui est le temps t, c'est-à-dire elle est de la forme affine. Donc, en appliquant cette différenciation, ça vous permettait d'obtenir une série qui n'est pas stationnaire. Donc, vous pouvez vérifier ça en effectuant la représentation du corrélogramme. Donc, maintenant, on va passer à la différenciation d'ordre 2. C'est clair? Si on passe à la différenciation d'ordre 2, c'est-à-dire on va retenir compte de deux variables explicatives au niveau de la modélisation de la tendance, donc le t et le t au carré. Donc, notre tendance, elle est modélisée sous la forme, en utilisant la forme quadratique. Donc, en utilisant la différence d'ordre 2, ça vous permettait d'obtenir une série qui est stationnaire. Vous pouvez vérifier la stationnarité, que ce soit à travers une interprétation simple de cette représentation graphique de ce coronogramme ou à travers une interprétation de corrélogramme ou à travers l'utilisation du test statistique. C'est clair? Donc, on a effectué la différenciation d'ordre 2, on obtient une série qui est stationnaire. Maintenant, une fois que notre série temporelle elle est stationnaire, on va examiner si cette série elle ressemble à un bruit blanc ou non. Donc, vous pouvez vérifier si elle ressemble à un bruit blanc ou non à travers une interprétation simple du corrélogramme ou à travers le test Box-Pierce. Donc, je vais utiliser la première méthode. Donc, j'ai tracé le corrélogramme de la série qui est stationnaire, donc la série qui est différenciée. Donc, en comparant ce corrélogramme à un bruit blanc, est-ce qu'il ressemble à un bruit blanc ou il diffère d'un bruit blanc? Ce corrélogramme. Est-ce qu'il ressemble à un corrélogramme d'un bruit blanc ou non? C'est ça la question. Ce Oui, corrélogramme, madame, oui. oui, il ressemble à un bruit blanc? Non, فما بير فات Non, il ne Ah, ressemble pas non, à un non. bruit blanc. Voilà l'ACF d'un bruit blanc. Hazem, voilà l'ACF d'un bruit blanc. Donc, l'ACF de la série différenciée, elle ne ressemble pas à un bruit blanc. C'est clair? Et par conséquent, la conclusion que vous pouvez tirer, il y a encore une paire d'informations que vous pouvez modéliser au niveau de la composante aléatoire. C'est clair? De même, vous pouvez vérifier ce résultat en utilisant le test statistique Box-Pierce. Donc, p-value, elle est inférieure à 5% et par conséquent, on accepte H1 et notre série, elle n'est pas assimilable à un bruit blanc. C'est clair? Hein? Oui, madame, c'est clair. Oui. Donc, je vais faire l'appel maintenant.